Mesdames et messieurs, vous tous que nous suivez à travers la radio Liberté Kinshasa, merci et bienvenue dans votre émission Invité de la rédaction, Rallye Actualité. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus à travers votre chaîne que vous aimez très bien. Nous recevons en ce jour Monsieur Yannick Mvumbi. Il est le porte-parole du parti politique ARSEN, qui est le parti politique de l'honorable Bitakwira, que vous connaissez très bien. Il est avec nous. Nous allons échanger sur l'actualité de l'heure. Il y en a autant, comme vous le savez. D'abord, ce matin, nous l'avons appris, c'est cette incursion de groupes armés incontrôlés, inconnus, en tout cas qui ont attaqué la ville de Bukavu. Ce matin, en tout cas, pas beaucoup de détails, mais nous allons en parler avec ce nationaliste qui est avec nous dans ce studio de la Radio Liberté Kinshasa. Nous allons également faire le tour parce qu'aujourd'hui, ça fait débat dans beaucoup de plateformes politiques. Les alliances sont en train de se former et ça se défend rapidement. En tout cas, du refifi du côté de l'FCC qui est resté fidèle au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Deux ailes viennent de se créer. L'aile de Raymond Tshibanda qui est le président de la commission de crise, ou bien comité de crise qui a été mise en place par Joseph Kabila après leur désappointement avec le FCC Cash. En tout cas, aujourd'hui, ça ne marche pas. Également, ça ne marche pas. Nous allons un peu parler de la sortie de l'Union sacrée de ce député rompu, Denis Tessanga, qui a claqué la porte de l'Union sacrée. Nous allons également parler de la marche qui est prévue pour ce samedi par les églises, l'église catholique ainsi que les CC. Il y a aussi les politiques qui sont venus entrer dans la danse. Il s'agit bel et bien de bloc patriote qui est autour de Martin Fayoulou. Voilà les trois sujets autour desquels nous allons tailler bavette avec maître Yannick Mvumbi. Mais ici, il est acteur politique. C'est dans ce cadre-là, en tant qu'analyste politique, que nous l'avons reçu. Monsieur... Je salue premièrement le président national, l'honorable Justin Bitakwira. Merci pour la parole m'accordée. Les partis se portent très bien. Vous savez que c'est un jeune parti politique. Nous sommes en train de faire des actions de la redynamisation du parti. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer à l'opinion que nous avons plusieurs représentations, tant au niveau de l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'extérieur, nous sommes en Belgique, nous sommes en France, nous sommes maintenant en Allemagne. Et en Afrique, il y a 3 pays, Tanzanie, vous avez le Kenya, mais aussi en Afrique du Sud. Et à l'intérieur du pays, il faut dire que nous avons maintenant des fédérations autonomes. La fédération autonome d'Ouvira, les fiefs électoraux de notre chef politique. Et à Kinshasa, les partis se portent mieux. Au Congo central, nous venons d'installer le président, le président interfédéral du Congo central a été déjà installé. Petit à petit, nous sommes en train de reconquérir le Congo tout entier. Très bonne nouvelle. Justement, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a eu trop de problèmes, je dirais, beaucoup de controverses au sujet de la mise en place du bureau de la CENI, le nouveau bureau du Sud. Le bureau est installé quasiment et toute son équipe est déjà à l'œuvre. Au niveau de ARSEN, quelles sont les chances que vous donnez aujourd'hui à ce bureau de la CENI, ce nouveau bureau bien sûr dirigé par la Je crois que les Congolais doivent être attentifs. La position de l'ARSEN est très connue. Il faut dire que depuis 2006 jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu une équipe qui a fait l'unanimité. On a contesté Malou Malou. Hier aussi, on a contesté, comment il s'appelle, l'ancien président de la CENI, Ngoï Mulunda, et puis c'était Nanga. Aujourd'hui, les confessions religieuses ont fait preuve, passez-moi l'expression, d'une immaturité. Tout le monde a compris que c'était vraiment inacceptable de leur part de voir qu'ils étaient dans l'impossibilité de pouvoir trouver un consensus. Mais nous, au niveau de la scène, nous avons estimé qu'entre les 6 et les 2, en fait, la majorité était déjà là. Mais parce qu'il y avait certaines catégories de confesseurs religieux, je pense ici
à l'ECC et l'Église catholique, qui pensaient être des grands par rapport aux autres, ils ont estimé qu'il n'y avait pas consensus. Bon, admettons qu'il n'y avait pas consensus, mais la charte avait dit quoi? Parce que nous, au niveau de la scène, nous sommes respectueux des textes. La charte, leur propre charte, disait quoi? À défaut d'un consensus, vous passez au vote. Pourquoi ils n'ont pas passé au vote? Non, c'est tous les problèmes que nous avons dans ces pays. La procédure a été respectée par rapport à la mise en place de ce mais évidemment, la procédure... Parce que le vrai problème, c'est quoi? On ne veut pas des cadimats. C'est vrai, il n'y a pas consensus, mais qu'est-ce que vous proposez? La procédure a été respectée. On vous donne un délai, un timing. Mais ici, c'est une occasion pour nous, les partis politiques, à de féliciter le président Mbosso, qui a fait preuve d'une grande maturité politique. Mais effectivement, parce que, regardez ces messieurs, aujourd'hui on les crucifie, on dit beaucoup de choses autour de sa personne, c'est ce qui n'est pas aussi vrai. Mais il a donné combien de délais, de deadlines? On vous donne par exemple des semaines, 3 semaines, 4 jours, 2 jours, 3 jours, vous n'arrivez pas à vous entendre. La République ne doit pas être bloquée par des individus. Ah là, non. Non, les institutions devraient prendre les choses en main. Et quand vous lisez la charte des confesseurs religieux à son article 16, les groupes de 6 avaient aussi la possibilité de pouvoir convoquer la plénière. Chose qui fut faite, ils ont déposé les PV. Alors, l'Assemblée nationale a convoqué une réunion, une plénière, pardon, d'une manière régulière, où la question était mise à l'ordre, la question était mise à l'ordre du jour. Mais maintenant, il fallait entériner. On n'avait pas déjà, parce qu'on n'avait qu'un seul candidat. L'Église catholique et l'ECC ayant boycotté, ils ont laissé la charge à d'autres et les autres ont pris la responsabilité de pouvoir présenter. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale devait faire? L'Assemblée nationale a constaté qu'il y avait un candidat et la majorité des députés ont entériné. C'est une procédure normale. À votre niveau, au niveau de la RCN, tout est bien parti et vous accordez autant de chances à Kati. Bon, nous ne disons pas que tout est bien parti parce qu'il y a eu des frustrations. Mais au moins, les textes ont été respectés. Ça, c'est au fait ça l'ADN de la scène. Respectons les textes qui nous régissent. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, les responsables de la CENCO, chaque jour, ils sont en train de nous faire des leçons de morale. Alors qu'ils sont incapables de respecter leur propre charte. Je ne sais pas si ce sont des mots forts, mais je constate comme les Congolais, ils étaient incapables de pouvoir se mettre d'accord sur leur propre charte. Moi, quand je regarde, je n'ai pas rédigé le texte, quand je regarde, on me dit, à défaut d'un consensus, il faut maintenant passer au vote. Mais pourquoi ils ne sont pas passés au vote? C'est tous les problèmes. Voilà, et avec ça, vous, quand même, vous avez la chance, vous leur accordez la chance, vous accordez la chance à l'équipe latine. Bon, monsieur le journaliste, si vous êtes Congolais, si nous sommes tous des Congolais, nous avons l'obligation morale d'apporter, de leur accorder une nouvelle chance. Parce que, regardez, les élections, c'est dans 24 mois, je crois, 2 ans. Mais si nous ne sommes pas capables de mettre en place le bureau de la CENI, mais attendez, les opérations techniques, ils vont le faire. Mais nous sommes en train de faire d'une manière indirecte les lits de glissement. Mais vous êtes Congolais, qui va accepter le glissement dans ce pays? Qui? Nous connaissons tous ce que le glissement a fait dans notre pays. Nous avons perdu des êtres chers, des personnes comme vous et moi. Mais nous n'allons pas accepter le glissement. Accordons la chance à cette équipe. Moi, j'aurais souhaité que les gens qui ne veulent pas de Kadima puissent venir me dire objectivement qu'est-ce qu'ils sont en train de reprocher à Kadima. Mais on nous dit, par contre, ce sont des raisons subjectives. Il serait... Non, mais c'est venir avec des raisons objectives. Est-ce qu'il est incompétent? Non, mais quand vous lisez les CV de ces messieurs, moi personnellement je ne les connais pas, mais quand je lis son CV, je dis quand même qu'il peut faire quelque chose. Accordons les bénéfices des doutes. Monsieur Yannick, changeons de sujet. Ce matin, nous sommes la RDC, c'est réveillé sous le coup de vote des groupes armés incontrôlés qui ont fait leur incursion, encore une fois de plus, au niveau de la province du Sud Kivu. Trop de crépitement d'armes lourdes dans la ville. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Monsieur le journaliste, c'est avec la plus grande consternation. Je voudrais ici signer in tempore non suspecto.
l'honorable Justin Bitakouira avait demandé au président de la République de mettre, n'oubliez pas que c'est sa province d'origine, le Sud Kivu, de mettre cette province sous état de siège. Parce qu'il y avait déjà des informations là dans le sens qu'il peut y avoir des incursions. Mais à l'époque, nous n'avons pas été entendus. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Regardez, j'étais en contact avec les amis qui sont au niveau du Sud Kivu. On informait les services de sécurité, et même les gouverneurs étaient informés qu'il pourrait y avoir une incursion. Mais les services de sécurité n'ont pas pris ça en main. Mais maintenant, nous avons été surpris. Là, toute la nuit, il y a eu crépitement de balles. C'est de l'irresponsabilité. Il faut avoir la capacité d'anticiper. On n'anticipe pas le vrai problème. Maintenant, il y a eu crépitement de balles. Et dans une ville comme Bukavu, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Dans une ville comme Bukavu, où tous les paramètres de sécurité sont réunis. Et vous avez des gens, on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas l'identifier maintenant, qui sont-ils réellement, mais ils sont venus en marchant, en tirant des tirs à balles réelles. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est de l'irresponsabilité. Et je crois qu'à ce niveau, les responsabilités doivent être établies. À votre niveau, qu'est-ce qui justifierait cette lenteur qui, à tout moment, non seulement au niveau de Bukavu, c'est ce qu'on reproche souvent à notre armée, le fait que les compatriotes amènent les informations pour alerter, annoncer qu'il y a des dangers, mais malheureusement, notre armée prend ça à la légère, peut-être ils interviennent seulement en retard. Comment vous justifiez ça? Monsieur le journaliste, l'explication est simple. Il y a... Comment je peux dire? L'armée a été infiltrée. Vous avez des personnes qui sont des responsables de notre armée, mais en réalité, ils ont des nationalités douteuses. Ils sont peut-être des Rwandais, des Burundais. Et quand une information lui parvient, il ne fait rien. Probablement, ils sont en intelligence avec les ennemis. Et ça, il faut le décrier. Ça, il faut décrier. Mais le vrai problème ici, c'est l'autorité provinciale, c'est le gouverneur de la ville. Était-il informé, oui ou non? Pourquoi il a laissé la situation pourrir? C'est tout le problème. Pourquoi a-t-il laissé la situation pourrir? Moi, je crois que le président de la République doit taper fort. Les responsabilités doivent être établies. On ne peut pas venir blaguer avec la vie de toute une population. Bukavu, c'est une grande ville. J'étais là-bas plus d'une fois. C'est une grande ville avec plusieurs personnes, des responsables. Mais vous imaginez, les gens sont en train de dormir, 1 heure, 2 heures, crépitement de balles. La psychose que vous créez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette alerte, vous pensez qu'en tout cas, le gouvernement est capable de dissuader et pourchasser même jusqu'à mettre au tas de nuire ce groupe de rebelles qui vient? Oui, il y a cette possibilité. Mais nous, au niveau de la scène, nous avons beaucoup réfléchi sur la question. Prenez les problèmes de la guerre à l'Est en général. Nous avons un problème. Vous savez, sous d'autres cieux, on ne parle plus des agences nationales de renseignement. Ce sont des services d'intelligence. Le vrai problème, il faut réformer notre système de sécurité, les services d'intelligence. Pourquoi on les appelle toujours ANE, Agence nationale de renseignement? C'est dépassé. C'est dépassé. Nous devons avoir les services d'intelligence. Intelligence ici, c'est la capacité de s'adapter dans des circonstances nouvelles. On ne doit pas entendre que l'ennemi puisse venir comment je peux dire, l'ennemi ne doit pas prendre des décisions sur nous. Nous devons avoir la capacité d'intervenir avant, d'anticiper les événements. Si nous ne formons pas si nous ne réformons pas les services de sécurité, on ne fera rien. Parce que les services de sécurité, c'est lui qui doit amener l'information au niveau de l'armée. Les services de sécurité doivent nous informer, nous la population. Les services de sécurité travaillent en collaboration avec le gouverneur. Mais si elle n'est pas réformée, s'il n'est pas réformé les services de sécurité, qu'est-ce qu'il faut entendre? Les services, vous avez même la DEMIAP. C'est un service de sécurité, service de renseignement. Mais il faut réformer, il faut donner les moyens à ces gens-là. Il faut avoir des matériels sophistiqués. Monsieur Yannick, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire que le plan de radicalisation tant évité ou bien évoqué dans le vocable congolais est en train de se matérialiser? Du fait qu'il y a le Kivu qui a eu un problème, le Kivu qui a eu un problème, aujourd'hui c'est le Sud Kivu. Est-ce que vous pensez que, en tout cas notamment vers la radicalisation du pays? Mais je dois être franc avec vous, c'est que plusieurs intellectuels
pense que ce plan-là est déjà mis en marche. Et selon certaines informations, on serait déjà à plus de 60%. Et si la balkanisation, il faut le soulever ici. Si nous n'avons pas encore connu la balkanisation, c'est grâce à la vigilance de notre peuple. Regardez la population qui est à Ouvira. Mais ces gens-là combattent nuit et jour pour que nous n'ayons pas la balkanisation. Quand vous venez au nord Kivu, il y a les Nandais. Ces gens-là combattent nuit et jour pour qu'il n'y ait pas la balkanisation. Et donc, moi ici, j'en appelle aux autorités de la République de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir voir clair, de pouvoir mettre beaucoup de moyens au niveau des services de sécurité. Sans cela, il n'y aura pas de solution. On n'aura pas de solution. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est d'abord la guerre de l'information. Une fois que vous avez l'information, vous pouvez anticiper, contrecarrer. Mais nous, on n'anticipe pas, nous sommes en train de subir. Nous risquons, je suis désolé de le dire, nous risquons de se réveiller un jour, le lendemain. On nous dit par exemple que telle ville est partie. Souvenez-vous, je ne sais pas, en 2011, 2012, 2013, les rebelles ont marché sur la ville de Goma. Ce n'était pas possible. Et nous avons risqué de les voir hier. Les M23, oui. Ils ont marché sur la ville de Goma, c'était inacceptable. Mais nous avons risqué, nous avons frôlé cette histoire hier. Donc ici, j'en appelle au président de la République, au ministre de l'Intérieur, de pouvoir beaucoup plus travailler, sur les réformes des services de sécurité. Je ne vois pas pourquoi on garde les services de renseignement. Non, il faut aller vers les services d'intelligence. Et vous les doter des moyens financiers conséquents. Ils vont beaucoup travailler. Ils vont beaucoup travailler en matière, vous avez les services de sécurité des États-Unis d'Amérique qui sont mieux outillés pour nous informer, mais aussi pour nous former, pardon. Vous avez aussi les services de sécurité israéliens. Il y a la possibilité de pouvoir établir les liens de coopération, de collaboration pour former notre service de sécurité, sans lesquels on n'aura pas de résultats escomptés. Pour que l'armée gagne une guerre, il doit avoir une information. Ça, j'insiste. S'il n'a pas une information, elle ne fera rien. Ça s'est fait entendre. Et peut-être pour chuter, aujourd'hui, la classe politique, en tout cas, est très secouée justement par rapport à tout ce qu'il y a comme division au niveau de classe politique. De fois parce que les choses sont en train de très bien se tourner. Alors, quelle lecture faites-vous de ce énième, nous pouvons dire ainsi, éclatement au niveau du FCC, qui est resté fidèle à Joseph Kabila, mais également du défi qu'il y a au niveau de l'Union sacrée avec la sortie de Mise Sanga, en tout cas l'annonce aussi de Katoumi qui est en suspense. Je dois ici vous dire la vérité. C'est nous qui avons créé le FCC. À l'époque, nous étions encore membres du comité stratégique du FCC. Nous étions nombre de 6. Toutes ces personnes que vous voyez n'étaient même pas là. Et donc, les raisons pour lesquelles qui ont fait que nous puissions créer les FCC, elles ne sont plus là. Et aujourd'hui, je dois dire, les FCC souffrent d'un problème de leadership. Vous avez quelqu'un qu'on dit, il gère la cellule de la crise, je ne sais pas quelque chose comme ça, mais loin de moi l'idée de le dénigrer, mais vous sentez, il y a un manque de leadership criant. Il y a un manque de leadership criant. J'ai parlé autrefois avec je ne voulais pas citer son nom, les Congolais vont se reconnaître. Mais regardez, vous avez un comité de crise qui a fait plus de 8 mois sans pouvoir nous rendre compte de ce qui se passe là-bas. Et maintenant, il y a un groupe de gens qui se disent non, nous sommes aussi le président, parce que l'organe suprême là-bas, c'est la conférence des présidents. C'est l'île de crise, c'est créé, c'est en violation même de la charte, parce que c'est nous qui avons rédigé la charte. Je connais quand même le fonctionnement du FCC, mais ce n'est pas le FCC que moi je vois, et je regrette beaucoup. J'ai dit aux Congolais, les FCC que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les raisons qui ont poussé que nous puissions, nous, l'honorable Bitakwira, nous puissions créer les FCC, ne sont plus là. Beaucoup sont venus, ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants. C'est quoi les FCC? Même celui qui avait donné le nom, ils ne connaissent pas. Maître Yannick Boudi, nous vous disons merci d'avoir été de nôtres à travers cette émission invitée de la rédaction. Nous pensons que ce n'est pas la première fois et que nous comptons encore vous rappeler à un moment donné. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Et Maître Elmo,
Bon, en termes de conclusion, j'apprécie beaucoup l'émission. Je voudrais dire aux Congolais, c'est de faire confiance aux institutions de la République et de soutenir la CENI. On n'a pas une autre ici. Nous devons soutenir la CENI. Et pour la question du FCC, les gens doivent retenir que les FCC que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais en 2023. Ça va disparaître comme les MPR de l'époque. Ça va disparaître. Même le PPRD va disparaître. Ils n'ont aucune vision. Il n'y a pas quelqu'un qui tient les flambeaux. Les FCC va disparaître. Merci beaucoup, Maître Yannick Mfoupi. Je rappelle qu'il est le porte-parole du parti politique ARSEN, qui est dirigé de main de maître par l'ancien ministre honoraire Peter Boulard. Très bien. Nombreux l'appellent souvent le fils de sa grand-mère, justement, de par son intelligence, la sagesse. En tout cas, au niveau de la réalisation, au niveau de la radio, à la machine, c'était Onésime Tingani, l'ingénieur. Et derrière la caméra, c'est Moron Nzambé. Nous vous disons merci et nous vous promettons à très prochainement pour un autre